Au fait, c'est bien gentil tout ça, mais moi j'aimerais bien qu'on accélère un tout petit peu la cadence. Comment ça? Tu t'es fait près de 40 000 ce mois-ci, ça te suffit pas? Eh non, parce que tu vois, je vais me marier, et moi il faut que j'assure, et je peux pas continuer à me pignoler avec des cacahuètes. Bon, plus on peut pas. La banque va trouver ça louche. Mais ça va, y a aucun problème, je leur ai dit que j'avais la start-up. Start-up. C'est quoi cette connerie encore, la start-up? Quoi, tu connais pas la start-up? Allô? La start-up, c'est un mot magique. Tu dis ça à un banquier, il t'ouvre le coffre et en plus il te lèche loose boob. Ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Fanfanculo. Alors, il faudra que je demande à Alessandro de m'aider sur la version italienne de l'expression. Et voilà, je suis toujours en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à toutes, bonjour à tous. Introduction sur la vérité si je mens. Le banquier t'ouvre le coffre et en plus il te lèche le zboob. Ça tombe bien parce qu'on va parler de financement bancaire pour investir et investir massivement dans l'immobilier. Donc nouvel épisode de notre podcast 10 millions qui va avoir pour objet le financement bancaire pour investir principalement dans le locatif, mais qui peut être attribué à d'autres parties. Podcast qui sera découpé en deux partie. Donc, pense à t'abonner sur l'acculturation bancaire. L'acculturation bancaire, tout à fait. Également, pense à le partager, c'est ultra important pour nous. N'oublie pas de mettre un commentaire, 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. Et Fouad, demande de nous ou quémande de nous des likes, s'il te plaît. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. Je voulais remercier également personnellement dans ce podcast Maximilien Dutheil qui a un compte Instagram intitulé Un Mac, un iPhone, un business pour le partage du podcast sur la psychologie de l'argent à nous taguant et là où il a dit meilleur podcast français, je ne veux rien entendre d'autre. Merci Maximilian. Alors tu sauras Maximilien ou Maximilien, c'est un prénom très répandu en Allemagne. Maximilian. Maximilian. Je me demande si ça y était pas dans nos podcasts d'introduction. Si. Maximilian. Und Madeleine. Et je voulais remercier également Maximilien pour une chose qui m'a appris, parce que c'est un client et je le connais. Quand on cherche à donner trop de valeur, on ne rend pas service aux gens, on leur fait juste plaisir. Et ça, c'est très important. Donc pour ceux qui sont ambitieux, qui veulent aller plus loin et pour te rendre service au-delà de te faire plaisir, tu as un lien pour réserver un coaching hautement stratégique en one-to-one avec Fouad. En un-to-un, c'est pas très bien. Qui pourra t'aider dans ta situation personnelle, te débloquer des problématiques individuelles. Et en plus, il y a une accélération ces derniers temps. Donc, n'hésitez pas parce que les places partent rapidement. Également, tu as le lien pour candidater à Patrimoine Exponentiel où le 1 million d'euros en immobilier doit être le strict minimum pour intégrer la communauté. Comment tu le considères, le 1 million d'euros en immobilier ? Alors, sans vouloir paraître arrogant, mais quand on a un minimum de situation, c'est quasiment une formalité bancaire. Et Fouad nous fera le plaisir d'animer une série de coaching avec des points essentiels et stratégiques. Et en plus, ceux qui rejoignent immédiatement après l'appel, j'offre un audit personnalisé avec toi pour qu'il commence dans les meilleures conditions possibles. À condition que je sois payé. Ah oui, mais c'est moi qui te paye. Je t'ai dit, j'ai la start-up. Dans ce podcast, nous allons parler financement bancaire, car c'est l'élément primordial et souvent trop négligé chez l'investisseur immobilier. Financement bancaire au service du déploiement d'une stratégie ambitieuse. Et on va découper ça en plusieurs parties. Et on va tout d'abord poser le diagnostic avec Fouad, le diagnostic de la situation. Et parler sur une notion que j'ai entendu que toi le dire et également l'alarmiste sur la bourse. Ouais, alors, on a utilisé Toiti. Le même terme, Marc Toiti, mais pas du tout dans la même discipline. Donc on va parler de la notion de rationnement du crédit. Un rationnement volontaire, étatique, en utilisant le bras armé. Fouad, peux-tu nous en dire plus ? Alors, cette introduction, le diagnostic est une étape qui est fondamentale parce qu'en fait, un investisseur qui n'a pas compris les règles du jeu, implicites ou explicites, ne peut pas en fait continuer son parcours d'investisseur et finalement, son ambition est complètement balayée par la situation qu'il n'a pas comprise. Donc en termes de situation,
On a eu quelques signes avant-coureurs en 2017-2018, des signes envoyés par le HCSF, et à partir de 2023, je crois, de mémoire, ou peut-être un petit peu avant, on a eu une introduction officielle, donc ça tombe sous le coup de la loi, du rationnement du crédit, c'est-à-dire qu'on a décidé, quand je dis on, c'est l'État français, qui je rappelle en termes de définition, qui est assez intéressante, j'ai plus le nom du journaliste du Monde qui avait fait cette définition qui était brillante, c'est l'URSS, la France c'est l'URSS qui a réussi. On a réussi quelque part au moins. Oui, mais c'est l'URSS, c'est-à-dire c'est une forme de communisme qui œuvre en Occident. Et donc on a ce rationnement qui consiste tout simplement à donner une gamelle monétaire, en fait la même gamelle qu'on va donner pour les gens qui ont des animaux. En fait, je ne sais pas si tu vois ce que c'est que la gamelle métallique, là, un petit peu rouillée, un peu sale. Donc on a une gamelle monétaire, chacun a sa quote-part monétaire définie par l'État. Et ça concerne également les investisseurs. Et j'ai envie de dire que ça concerne particulièrement les multi-investisseurs. Donc chacun a sa gamelle monétaire. Une fois qu'il a eu sa part, sa ratio, eh bien c'est terminé. Donc voilà ce que c'est que le rationnement du crédit. Ça veut dire que chaque citoyen a le droit à une quantité d'argent maximum, une quantité d'argent emprunté maximum. Et c'est très problématique parce que une fois que l'investisseur a atteint ce plafond, ben, il ne peut plus investir, en tout cas en nom propre. Un peu comme dans l'histoire française où c'était les Allemands qui s'occupaient de l'administration, où ils ont donné des tickets de rationnement pour avoir un morceau de pain et un morceau de saucisson. C'est exactement ça, tu vois, le parallèle il est très intéressant. Et moi je fais un autre parallèle. Alors là c'est le sociologue qui s'exprime, hein. Je n'ai aucun mépris à l'égard du peuple, sans faire du Jean-Marie Le Pen, mais en termes de, on va dire, de démagogie. Le peuple, on va le voir après, n'a pas vocation à s'enrichir. Il a vocation dans la matrice sociale, plutôt la matrice socio-économique, dans le bon fonctionnement général de la société. Il a vocation à travailler et à consommer. Et c'est pour ça que j'aime ce terme que j'ai moi-même, on va dire, conceptualisé. Le peuple que j'ai rebaptisé la bétaillère. Tu vois ce que c'est qu'une bétaillère ? Oui, j'avais le vendeur d'art de mon ancien boss appelé la première d'Air France la bétaillère, et c'est pour ça qu'il préférait prendre Lufthansa. Bah, tu vois, moi c'est plutôt la classe éco que j'appelle la bétaillère, donc avec l'espoir de voyager en classe business. Donc la bétaillère a une quantité d'argent maximale à dépenser dans l'investissement immobilier, et quand on atteint les 35% des revenus, c'est terminé. Et ça, il faut absolument le comprendre. Ça c'est la problématique principale, en fait, qui explique, et on en reviendra tout à l'heure sur les raisons de l'effondrement de la production de crédit immobilier en France. En tout cas, la volonté de l'État, cette volonté très forte est de limiter les emprunts immobiliers par tête. Tu parlais de la chute de crédit, parce que récemment, il y a eu 40% de chute de crédit, si ma mémoire est bonne. C'est ça, 40% de production de crédit en moins, ce qui est quand même... Alors, il faut savoir qu'en économie, à partir de 10% de chute, on parle de crack ou de crash. Là, on est à 40%. Il faut s'imaginer la violence dans la baisse de cette production et tout l'écosystème. Alors, l'écosystème n'est pas rempli que d'investisseurs, multi-investisseurs se rêvant d'être rentiers. Il y a des agences immobilières, énormément de faillites. Il y a des notaires qui ont licencié des collaborateurs. Il y a des gens du BTP, il y a des artisans, il y a de la gestion locative, etc. etc. Donc 40%. Les formateurs aussi. Alors, les formateurs, j'ai pas trop voulu les inclure dedans, mais quelque part, ce sont des gens qui ont mangé dans la gamelle de la création de richesse de l'écosystème immobilier, mais 40%, il faut se dire que c'est un crash extrêmement sévère et violent. Alors, tu as l'amplitude du crash, mais il y a un autre point également qu'il faut souligner, la vitesse. C'est-à-dire que l'espace-temps dans lequel se réalise cette chute de 40% est extrêmement courte. On parle d'une année à l'autre.
Posons une question aux auditeurs et ils répondront derrière leur écran, mais ils ne vont pas forcément être derrière un écran. Une petite question. Qu'est-ce qui a provoqué cette baisse de la production de crédit, les 40%? Réponse 1, la hausse des taux d'intérêt, ou réponse 2, le rationnement du crédit? On les laisse réfléchir 5 secondes. Pas tant que c'est un peu long. Alors, on peut déjà donner un élément de réponse. Officiellement, on affirme que les banques... Alors, c'est là où c'est quand même du foutage de gueule, c'est-à-dire que le gouverneur de la Banque centrale, qui est le patron du HCSF, au Conseil à la stabilité financière, incite les Français... Alors, tu vois, ça, c'est un exemple d'hypocrisie à la française. Incite les Français à challenger, à solliciter les banques pour obtenir des crédits. Donc, officiellement, ce sont les Français qui ne veulent pas emprunter plus. Ça, c'est la raison officielle. C'est la raison officielle. Alors qu'en réalité, c'est une conséquence directe du rationnement du crédit. Pour parler du rationnement de crédit, c'est les 35%. Qu'est-ce qu'ils ont renforcé? Parce que ces 35%, ils existaient également avant. Ils étaient peut-être moins suivis. Alors, les banques avaient plus de dérogations. C'était plus simple. Aujourd'hui, ils l'ont rendu plus strict en quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils ont fait Alors, c'est très simple en fait. Avant, c'était une espèce de recommandation très, comment dirais-je... à la française? Non, très douce, sans aucune contrainte, sans valeur juridique. Power. Voilà, on était dans une simple recommandation. Et là, aujourd'hui, c'est la contrainte, quasiment physique. C'est la loi. Et un établissement bancaire n'est pas là pour prendre du risque juridique. Il ne veut pas se confronter à... Il y a une licence bancaire. Il ne veut pas se confronter à l'État dans le respect des règles, tout simplement. Même si quelqu'un arrive et dit j'ai une love room, elle est rentable à Saint-Étienne? Alors, en particulier, s'il dit ça, il se fait éjecter en priorité. Alors, tu vois, je rebondis sur... Il y a non-assistance à personne en danger, là, en plus. Voilà, et en plus, il faut augmenter le taux de natalité à Saint-Étienne. C'est d'utilité publique. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Une des raisons invoquées par le HCSF, c'est qu'on veut rationner pour finalement... protéger, sécuriser le système bancaire. Voilà, éviter tout risque systémique dans la sécurisation finalement des encours bancaires. En fait, c'est pour protéger le système bancaire français, qui d'ailleurs est et c'est là où c'est un peu c'est contradictoire, c'est que le système bancaire français est un des systèmes les plus résilients, les plus robustes du monde. Le taux de casse en prêt immobilier, c'est-à-dire la quantité d'emprunteurs qui ne remboursent pas, est extrêmement faible. On a tout un système de garantie qui est profitable pour... Ça, on pourra en faire un podcast éventuellement sur les garanties. Et il y a un coup de maître qui a été réalisé par les sociétés de cautionnement qui est vraiment du génie. Je pense que... Alors, je fais très attention à ce que je dis parce que je ne veux pas paraître je ne suis pas l'Elon Musk du prêt immobilier, mais j'ai investigué très loin. Et là, je pense que je suis le seul à le dire, c'est que les sociétés de cautionnement... Ah non, il y a eu un article, ça me revient sur Que choisir. Mais ils ne l'ont pas conceptualisé pareil. Les sociétés de cautionnement... Ils ont volé les droits d'hypothèque, c'est ça? En fait, c'est pas qu'ils ont volé, ils ont détourné les droits, les redevances, les droits, on va dire, les frais, le coût de l'hypothèque, pour le récupérer en société de cautionnement. Et donc, c'est une mutualisation du risque qui est largement bénéficiaire. Et je te pose la question, je crois que je l'avais mis dans ton mastermind, il me semble. Qui est propriétaire de ces sociétés de cautionnement? Le peuple français. Eh ben non, malheureusement. Les banques? Eh ben les banques. C'est pas vrai. Donc on veut protéger des gens. Il faudrait peut-être demander à Idriss Aberkan de travailler sur le dossier, là. Ouais, mais bon, c'est autant demander. Il y a peut-être un complot. Il y a peut-être. mais trêve de plaisanterie. On veut protéger un système qui fonctionne très bien, qui se protège déjà lui-même avec des marges bénéficiaires extrêmement importantes sur la mutualisation. On pourrait dire, cotisation de société de cautionnement, espèce de GIE, un groupement d'intérêt en fait public où la notion de bénéfice n'existe pas, on sera à l'équilibre. C'est 500 millions d'euros.
C'est énorme, hein. On parle d'un demi-milliard d'euros. Donc sur 3 000 milliards de PIB, c'est quand même pas rien. Et donc on pourrait se dire, bon, ces gens-là se débrouillent très bien, il y a un taux de casse très faible, ils ont mutualisé le risque avec une marge et non seulement ils savent le gérer, mais ils ont une marge bénéficiaire. Et on vient mettre un rationnement à tout ça. Il n'y a aucune rationalité, c'est une des aberrations que j'ai relevées dans le système bancaire français. Et on verra par la suite, c'est que le nombre d'aberrations extrêmement élevé, très forte, fait qu'un investisseur aguerri qui raisonne à l'échelle métaphysique, à savoir qui est au-dessus de la mêlée, qui essaie de comprendre le fonctionnement général des choses et le nombre et les aberrations, fait qu'il est obligé de mettre en place des stratégies d'évitement de ces aberrations. Pour revenir aux règles des 35% qui sont passées de la simple recommandation à la règle, donc une politique monétaire en quelque sorte systémique, comment cela s'est traduit d'un point de vue bancaire ? On a parlé dans le précédent podcast du différentiel sur le calcul d'endettement. Du calcul d'endettement du mode de calcul d'endettement par la méthode du différentiel. Alors, on ne peut pas faire plus radical. Et c'est là qu'on voit l'intention de l'État de réduire la voilure en matière de production de crédit. On a carrément supprimé ce mode de calcul. Et c'est un mode de calcul qui était extrêmement rationnel et cohérent sur du locatif. On supprime ce calcul sur la résidence principale, pourquoi pas ? Et même, c'est une chose qui est absolument nécessaire. Mais sur du locatif, ce n'est pas cohérent. Ah non, à la limite que sur la résidence principale, on fasse une distinction entre les intérêts que tu payes et le capital que tu amortis, et qu'on te sorte en quelque sorte le capital amorti comme endettement, parce que c'est du bon endettement, vaut mieux payer un crédit que être locataire. Si tu veux, l'endettement n'est calculé que sur le capital amorti. Sur le capital emprunté, très exactement. Parce qu'une fois qu'il a été amorti, ce n'est plus de la dette. Ça a été remboursé. Ça me fait penser à Strauss-Kahn qui a repris Sarkozy en lui disant « Si vous étiez mon élève, vous ne feriez pas ce genre d'erreur. » Merci, monsieur le professeur. Merci. Je t'en prie. Je n'ai pas l'agrégation d'économie. Fais attention, je dors au Sofitel. Je n'ai pas l'agrégation d'économie, mais quand je pense que Tabage l'a eu, je me dis c'est que c'est un sacré bosseur et qu'elle est accessible finalement. Et je suis au Sofitel. Mais je n'ai pas le peignoir léopard. Donc la suppression du différentiel qui est très néfaste pour les investisseurs immobiliers, les gens ne l'ont pas intégré parce qu'ils pensent que s'ils ont beaucoup de cash flow, ça va faciliter les autres opérations. Mais là, tu as un niveau de détail déjà beaucoup trop élevé. Les gens n'ont pas intégré qu'ils sont rationnés. Ils n'ont pas conscience de ce qu'il se passe. Il y a une manœuvre d'ampleur à l'échelle nationale qui est en cours depuis un certain temps. Les gens n'ont toujours pas... Alors c'est un peu, je vais te prendre une image très simple. Admettons que tu habites à Paris, bon, j'allais dire Berlin, mais Paris. Tu as l'armée qui a déployé des chars. On est quasiment en situation de guerre et tu n'as absolument pas remarqué dans ton micro-quartier ce qui se passait. C'est exactement la même chose. L'État a sorti l'artillerie lourde pour amputer la production de crédit de moitié pratiquement. Et l'immense majorité des investisseurs n'a toujours pas remarqué que c'était une politique volontariste, volontaire, agressive, pour couper des têtes. Et quelle tête, à ton avis, on a voulu couper en priorité ? Je veux vivre de l'immobilier en 3 mois. Alors, déjà, quelle tête on n'a pas voulu couper et on a voulu préserver, même si c'est ce que certains appellent un dommage collatéral. D'ailleurs, ils font partie, cette catégorie fait partie des gens qu'on essaye un petit peu de préserver dans les dérogations. Ah, les professionnels ? Non. Les propriétaires de résidence principale. Donc ces gens-là, on a essayé un petit peu de les préserver. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur, c'est la mission du système bancaire français de financer les résidences principales. Et donc, tout ça pour dire que s'il avait fallu, si le système avait voulu faire les choses intelligemment, la catégorie qui aurait dû faire l'objet d'une exception est la catégorie investissement immobilier. Or, dans les faits, c'était ma question, les premières têtes à tomber, en fait, c'est comme un coup d'épée à 360 degrés. Et on coupe que les têtes qui dépassent. Et les têtes qui dépassent, c'est celles des multi-investisseurs. Donc l'objectif, c'est de calmer le jeu.
Et en plus de cette suppression du différentiel, il me semble que le HSF a capé la durée maximale de remboursement. Tout à fait. Tout à fait. J'ai plus les chiffres en tête, mais alors les prêts à rallonge, là-dessus, on a fait un podcast là-dessus sur la durée optimale. Voilà, donc n'hésitez pas à vérifier dans le podcast. C'est une bonne mesure, même s'il y avait des organismes de financement qui allaient jusqu'à 30-35 ans. Lesquels, par exemple ? Une fameuse banque d'affaires dont on avait parlé, qui n'en est pas une, qui passe jusqu'à 35 ans de financement. La banque d'affaires, ça c'est le Morgan Stanley, le JP Morgan. Voilà, alsacien ou lorrain. Parlons maintenant dans le diagnostic, parlons de la banque dans le général. Et c'était, si je me souviens bien, c'était un des titres auxquels tu avais pensé dans ton livre avec cette notion de cartel bancaire. Alors, juste pour conclure sur la thématique précédente, ayez conscience que la chasse est ouverte. L'État chasse à coups de serpe les multi-investisseurs. Et si vous écoutez ce podcast, je pense que vous rentrez dans cette catégorie de multi-investissement. Et donc, l'État a sorti vraiment l'artillerie lourde pour vous dégager du jeu, tout simplement. Donc ça, c'est très important de l'intégrer, de l'accepter. C'est conforme à la réalité. Donc passons maintenant dans la partie diagnostic, la notion de cartel bancaire, qui était un titre auquel tu avais pensé pour ton livre. Et déjà, c'est quoi un cartel ? Alors, un cartel, le mot est légèrement exagéré. Pourquoi ? Parce que, en fait, un cartel décrit une situation oligopolistique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, généralement, on a une poignée d'entreprises, de faiseurs, qui vont faire la loi. Et en face, on a des millions de consommateurs. Et là où on est très légèrement en dessous du cartel, mais on n'est pas très loin, on est en situation d'oligopole, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelques prêteurs, on parle de 5-6 établissements bancaires. En face, nous avons des dizaines de millions d'emprunteurs. Le cartel bancaire, en fait, le cartel sous-entend qu'il y a une entente sur les prix, ce qui n'est pas le cas. Mais le cartel bancaire, pourquoi ? Parce que on a vraiment cette poignée de groupes bancaires dont certaines banques font partie des plus grandes banques du monde, telles que la BNP, le Crédit Agricole. Et donc, les PCE aussi. Hein. On a des très très gros groupes. Ouais, mais Crédit Agricole est vraiment au niveau mondial, c'est un groupe qui pèse quand même assez lourd. BNP Paribas également, sachant que BNP Paribas c'est dans le top 10 ouais, et que si c'est la plus grande banque d'Europe. Ouais, si BNP pas dans Paribas, le prêt immobilier par contre. BNP Paribas et SOG, SG, Société Générale fusionnent, ça serait la plus grande banque du monde. Voilà. Et alors, mais paradoxalement, ça fait un prêteur en moins pour l'investisseur. Alors ça fait un prêteur en moins et malheureusement, alors bizarrement, ce ne sont pas des banques qui performent sur le marché du prêt immobilier. Elles en font, mais elles ont des parts de marché très faibles. Donc la banque, on va décomposer. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, vous n'avez pas une concurrence féroce entre banques. Vous avez une poignée de groupes qui font la loi sur le marché du crédit. En face, vous avez, le chiffre est important, plusieurs dizaines de millions d'emprunteurs. Et donc, le rapport de force est disproportionné, tout simplement. Et dans ce cartel, il y a une particularité française qui est également très importante à relever, que j'ai relevé évidemment. Le Crédit Agricole, qui d'ailleurs est né en Franche-Comté, à côté de Besançon, à Poligny, représente un tiers de la production de crédit immobilier en France. C'est-à-dire que si tu te fâches avec le Crédit Agricole, alors il faudrait, dans le concret, il faudrait se fâcher avec les 39 caisses, ce qui est compliqué en termes de régionalisation des banques. Et bien en fait, si tu enlèves le Crédit Agricole, qui est quand même un tiers de part de marché, il reste les 2 tiers à se partager avec le groupe BPCE, groupe CIC, Crédit Mut. Il doit y avoir quelques pourcentages de part BNP Paribas, Société Générale. Alors le LCL étant une filiale du Crédit Agricole, ça ne fait pas beaucoup de groupes bancaires, ça en fait peut-être 5.
Et ça a tendance à diminuer comme tout à fait. Comme tout oligopole où il y a un effet de concentration. Alors, il y a exactement, il y a un effet de concentration, il y a un phénomène, ou même, j'ai envie de dire plutôt, un processus de concentration. Les groupes fusionnent. Alors d'ailleurs, on a perdu très récemment un des réseaux. Alors, ça restait un réseau de merde, mais ça restait un réseau intéressant, qui est le groupe Crédit du Nord, qui était une filiale de la Société Générale, et qu'a fait la Société Générale. Comment ? C'est parti au CCF, non ? Non, ils ont fait quelque chose d'encore plus simple. Ils ont fusionné les deux réseaux. Les deux réseaux, ils les sont fusionnés. Voilà, donc ça n'existe plus. Donc, alors là, concrètement, pour être concret, même s'il faut savoir prendre de la hauteur, ça signifie quoi ? Je te pose la question, ça signifie quoi ? Toi qui es représentatif de l'auditeur moyen. Merci. Je Bon, l'auditeur moyen du podcast est quand même relativement élevé. C'est un compliment. On n'est pas chez la concurrence. Sinon, j'aurais 15 ans et je rêverais de devenir millionnaire pour avoir une Lamborghini. Ce que ça veut dire que ça fait de moins en moins de possibilités. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et je sais que c'est pas la réponse que tu attends précisément. Rémi, tu avais très très bien relevé dessus. Je ne vais pas tomber dans ton piège. Je lui avais bien répondu, ce n'est pas un piège. J'essaie de co-construire un débat avec toi. Non, mais c'est ce que tu as dit. En fait, ça fait un prêteur de moins. Ça fait potentiellement moins de production de crédit. Si ce prêteur a décidé de changer de politique sur l'octroi du crédit, ça fait moins de concurrence sur les prix. Quel est le prix de l'immobilier en termes de prestation de services ? Quel est l'indicateur de rentabilité ? C'est le taux d'intérêt. Donc, on a moins de concurrence. Donc, si tu veux, les banques ont plus de marge de manœuvre. Et donc, finalement, ça dessert l'emprunteur, le consommateur, l'investisseur, etc. Les conséquences sur le rapport de force, c'est que l'entrepreneur lambda, il est complètement dominé, mais même le gros investisseur est complètement dominé par cette oligarchie. En fait, à la base, l'investisseur, même le multi-investisseur qui a de l'ambition, ne représente absolument rien face au cartel bancaire. Parfois, je me pose la question de savoir si l'État pèse quelque chose face. Alors, pour contraindre sur le rationnement, ça a fonctionné. Maintenant, sur la notion de too big to fail, trop gros pour échouer. Pour mourir, échouer, c'est. Et donc, emporter la notion de risque systémique. En fait, tu pèses rien. Et le fait de vouloir intégrer une association de défense des intérêts des consommateurs bancaires, c'est, comment dirais-je, c'est comme pisser dans un violon. Ouais, et encore là, je trouve que ça fait de la musique. C'est se raconter des histoires, tu vois, c'est être dans le romantisme, dans la naïveté. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre une chose, c'est pas ta domiciliation de revenus. Ou même s'il faut jouer le jeu, évidemment, en termes de PNB, ça c'est fondamental, mais à l'échelle individuelle, tu ne pèses à rien. Et ça, il faut le comprendre et l'intégrer. Dans Patrimoine Exponentiel, j'avais fait le ratio sur la production de crédit lors d'appel. J'avais dit que même si tu que tu empruntes chaque année 100 millions d'euros en immobilier, tu représentes même pas 0,1% du montant total du prêt. Donc même si tu empruntes 100 millions, pour faire simple, tu es une sous-merde. Donc la banque ne va même pas s'adapter à toi. Et toi, tu penses que pour aller financer ta love room avec du cash flow et quémander 30 000 euros et 18 000 euros pour mettre un jacuzzi à la place de la cuisine, tu penses que tu vas faire quelque chose ? Ce qui est intéressant, c'est d'observer que les gens sont dans une forme de fantasme de je suis le client est roi. Le client est roi ne s'applique pas en matière bancaire. Et encore moins en matière de prêt immobilier. En matière de prêt immobilier, qui est un produit d'appel, le client n'est rien. Et ça, c'est important une fois de plus de le comprendre. Tu parlais d'oligarchie bancaire et on a... alors j'aime beaucoup cette phrase qui a été mal comprise, mais finalement, par accident, il y a quand même du bon à prendre, c'est vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ça te parle ou pas ? Oui, mais il est mort aujourd'hui, il me semble. Alors, non, c'était une femme, je crois, ministre... Non, c'est Schwab. C'est Schwab. En fait, ça lui a été attribué, mais j'avais vérifié, je crois que c'est une femme ministre du Danemark. Ministre du Danemark. Voilà, mais je crois que c'était une phrase qui était attribuée dans un cadre Schwab, de la location et en fait, le fait de ne pas forcément être propriétaire. Mais là, en fait, il y a un rapport. L'oligarchie bancaire décide qui est propriétaire et dans quelle proportion.
et ça c'est une infraction extrêmement grave à la propriété privée qui est un pilier du capitalisme et c'est là où on est encore en URSS française. On devrait être dans un système capitaliste pour pouvoir laisser quelque part les bons investisseurs développer leur patrimoine. En parlant du RSS, ça fait penser un peu comme au Politburo, tu sais, où les mecs vivaient dans une forme de luxe incroyable, les membres du bureau politique Bien et sûr. tout ça. Ils se faisaient plaisir. Ils se faisaient très plaisir. Ce qui est très marrant, c'est quand on fait un peu l'histoire du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui est gouverneur de la Banque de France. Donc c'est lui qui dit, monsieur, il ne faut pas t'endetter pour de l'immobilier, c'est mauvais le crédit. Il était PDG de quoi, cette personne ? Sur mes recherches, j'ai découvert que cet individu, assez donneur de leçons, moralisateur, est quand même assez hypocrite dans son discours. Pourquoi ? Parce que quand tu dis aux Français « allez solliciter vos banques » et qu'en même temps, tu fais une clé de bras au cartel bancaire en lui disant « stop, mollo la production de crédit », ça s'appelle de l'hypocrisie. Eh bien, cet individu était président directeur général de CTLM, qui est une filiale de la BNP Paribas et qui est, comment dirais-je, Est-ce qu'ils vendent de la bonne dette ? qui est la Mecque du crédit immobilier, si je puis utiliser cette expression sans qu'on comment dirais-je, Mecque ou Jérusalem. Tiens. voilà, Comme ça, c'est très neutre. sans qu'on m'accuse de blasphème. Mais donc, patron de CTLM, production de crédits dégueulasses, dont les revolving jusqu'à 20% de taux d'intérêt. D'ailleurs, alors si on me demandait mon avis, j'interdirais le revolving. Ou bien je le mettrais en taux d'usure. Je pense que 1 ou 2 points de marge sur du taux d'intérêt, si une banque achète son capital à 3%, c'est 5%, 4,5% maximum. On ne peut pas se gaver sur les pauvres. Et là, c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que cet individu s'est goinfré sur... parce que qui fait du revolving ? Est-ce qu'un cadre supérieur fait du revolving ? Peut-être. Non, mais statistiquement, est-ce Non. que je veux dire, une personne éduquée financièrement n'est pas stupide pour emprunter à 20%. Et qu'est-ce qui se passe quand on emprunte à 20% sur des mensualités ? Et c'est là où le système est extrêmement vicieux, c'est-à-dire que les mensualités très très faibles. En fait, la dette est perpétuelle, tu ne rembourses en permanence que des intérêts. Ta mensualité correspond aux intérêts. Et finalement, le capital n'est jamais remboursé, donc c'est une dette ad vitam aeternam. Et c'est quand même assez grave. Donc CTLM, champion du monde De la mauvaise dette. de la mauvaise dette, vient t'expliquer aujourd'hui, par le biais de son ancien PDG, que le crédit dans une valeur ultra sûre, dans un actif extrêmement résilient, une valeur sûre, l'immobilier, eh bien, c'est pas bien quelque part. Il faut pas dépasser les 35% de taux d'endettement. Mais ils acceptent, les gens. T'as beaucoup de gens qui acceptent les 35%. Mais parce Pas que- volontairement, mais mais bien sûr, tu le vois sur les questions. Oui, mais Comment on fait pour dépasser 35%? bien sûr, parce que si tu veux, la bétaillère obtempère. La solution, c'est que, il faut le dire, on peut donner une petite solution comme ça. Si tu as une solution pour faire sauter le HCSF, c'est tu dis au banquier, si tu me refuses un prêt à cause du HCSF, je vais noter 1 étoile sur Trustpilot, Voilà. la Banque de France. Je pense que ça peut faire plier ton banquier. Ah, ça le fait plier. C'est l'arme atomique. Donc voilà, donc on est passé de l'open bar à la gamelle monétaire, et donc ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas supportable, qui n'est pas admissible de la part d'un individu qui a de l'ambition. J'avais beaucoup aimé, et tu l'avais fait également à ma mastermind, et ça avait marqué beaucoup de gens, dont Félix, que je salue au passage, la notion de mendicité bancaire. Là aussi, c'est un relevé sociologique de la situation. Il y a un phénomène qui m'a marqué, et j'ai trouvé ça, alors j'hésite entre hautement pathétique et remarquable dans le mauvais sens du terme, lorsque les courtiers en prêt immobilier sont allés manifester devant la Banque de France. Ils sont allés le faire ? Bien sûr. Parce qu'on a oublié de parler de ces gens-là. Quand tu as une baisse de production de crédit de 40%, ils sont en fait concernés immédiatement, parce que c'est des gens, alors là où en plus, entre guillemets, j'allais dire, ils n'ont pas vraiment de chance, c'est qu'ils sont payés à la performance. Oui, c'est du success fee. Oui, voilà, mais au résultat.
Je ne veux plus que tu utilises un terme anglais dans ce podcast. donc, si tu veux, ces gens-là, et c'est vrai, ces gens-là sont allés manifester devant les locaux de la Banque de France. Ils auraient dû demander de se faire accompagner des conseillers en gestion de patrimoine qui vendent du LMNP, parce que là, ils auraient été nombreux quand tu les vois sur LinkedIn. Oui. Donc, je ne sais plus ce que je disais par rapport sur la mendicité bancaire. Voilà, ils vont quémander. Donc voilà, ce que j'observe, c'est lorsque... alors, la plupart des investisseurs sont bloqués, et là, ils se mettent à mendier. Donc, ils mendient des prêts immobiliers avec une espèce de fatalisme en se disant vraiment, j'espère, je crois que c'est le dernier podcast, je parlais de l'espoir. L'espoir n'est pas une stratégie d'investissement. Ils ont l'espoir, en quémandant, d'avoir une pièce posée sur la paume de la main, en fait, matérialisée par un contrat de prêt. Mais voilà la stratégie de la bétaillère, des multi-investisseurs. Et tant qu'on n'a pas, une fois de plus, alors ça, là, il y a un critère que j'aimerais introduire qui est fondamental, c'est la notion de réflexivité. C'est-à-dire que c'est la capacité d'un individu à réfléchir sur lui-même, sur son propre mode de fonctionnement, sur ses erreurs stratégiques, sur ses points d'amélioration, etc. Et donc, la plupart des gens n'ont aucune réflexivité bancaire. Et ils ne le font pas. Et c'est intéressant parce que on s'en rend compte avec les personnes qui ont débuté sans stratégie. Donc, tu vois, qui n'ont mis aucune stratégie bancaire. Et ces gens-là prennent une certaine forme de mauvaise habitude. Ils prennent une mauvaise habitude dès le départ. Et par exemple, j'en ai pas mal au téléphone. Et j'ai souvent des personnes, et tu vas me dire si ça t'arrive aussi, qui arrivent avec un certain biais. Alors, le biais, je ne saurais pas le définir, je ne suis pas sociologue. C'est la personne, elle a levé 1 ou 2 financements, pense avoir une bonne relation avec la banque et pense que ça va être en financement illimité parce qu'il a lu un livre sur les financements illimités. Et il pense que ça va être toujours une formalité sans avoir conscience qu'il va bientôt se faire sanctionner, qui va se faire caper et qui va se transformer en mendiant très prochainement. Moi, je vais te donner un exemple concret. Évidemment, je vais respecter la confidentialité, mais dans cet exemple, tu as la référence positive et en même temps la référence négative dans le réflexe. J'ai un client, j'estime qu'il est très intelligent parce qu'il a su lutter contre le biais cognitif du couple ou de l'autre. Il est divorcé ? Non, pas du tout. Sois pas radical. N'oublie pas que la famille est au sommet de la hiérarchie de mes valeurs, en fait. Donc, il m'a expliqué, en fait, il m'a dit, écoute, Fouad, j'aimerais intégrer ton mentorat. Ma femme m'a dit, là, tu as déjà fait 2 ou 3 millions, tu n'as pas besoin de lui. Mais là où il a été très intelligent, par rapport à ce que tu dis. Il a dit retourne en cuisine. Non, il s'est pas dit. Et après, rendez-vous sur le ring. Rendez-vous sur le ring. Et s'il te plaît. J'espère que la patronne n'écoute pas. Ça, c'est censure définitive, ça. Ne loupe pas la cuisson des pâtes. Ah, il n'y a rien de pire dans la vie que des pâtes trop cuites. Je les veux parfaitement al dente et c'est 8 minutes de cuisson pour des pâtes de. Et il a compris. Alors écoute, ce que je suis en train de te dire, c'est que son épouse lui a dit, je sais qu'il nous écoute, donc je salue vraiment son intelligence et évidemment je ne vais pas le citer, mais il a dit non mais t'as pas besoin de lui, regarde ce que tu as fait, c'est déjà bien, tu peux continuer sans lui. Et évidemment c'est remarquable, monter à 2-3 millions, alors je dis pas que c'est remarquable de monter à 2-3 millions sans moi, je dis que monter à 2-3 millions, je suis quelqu'un qui est relativement jeune, c'est déjà une performance remarquable. On est intrinsèquement dans quelque chose de significatif. On est dans la tranche des 1% des patrimoines bruts. Mais il a eu l'intelligence de dire, oui, mais attends, moi, je veux monter à 10, 15. J'ai besoin de lui. Et c'est quelqu'un que j'ai eu en coaching stratégique et j'ai identifié un certain nombre d'erreurs qui vont le limiter, des obstacles qui vont petit à petit, c'est comme au flipper, en fait, qui te sortent de la touche, qui te sortent du jeu. Tu sais, quand tu as la petite... je sais pas comment l'MNP, par exemple. Alors, il y a de ça, il y a du nom propre, il y a des structures, il y a une complexité, il y a un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Et donc, tu vois, dans l'exemple, il y a vraiment cette intelligence à se dire, là, il y a de la réflexivité.
j'ai fait ça, c'est bien, c'est très bien. Et il n'a pas encore attendu d'être bloqué. Ce qui est. Il commence à être bloqué. Il commence à être bloqué. Donc, Il commence à être bloqué. Après, il y avait aussi dans le diagnostic stratégique une concentration des investissements sur une typologie de ville où là, je lui dis stop là-dessus. Je te recommande d'arrêter. Il faut diversifier géographiquement. Donc voilà, ça, c'est un exemple qui me paraît hyper intéressant parce que tu as une forme de biais en te disant bah, attends, jusqu'à là, c'est un long fleuve tranquille. Je n'ai pas besoin de ça. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte parce que tu vas devoir sortir de ta région, donc aller chercher un financement auprès d'une banque dont tu n'es pas client, qui n'a jamais entendu parler de toi. Là, c'est... Si tu es à Aix, tu seras bon en financement. Si tu arrives à faire financer une opération auprès d'un banquier de Brest et que ça passe comme sur des roulettes. Tout à fait. Et alors, l'information sous-jacente extrêmement importante sur ce que tu dis, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ce que tu as dit, mais c'est qu'on va souvent chercher des financements locaux, là où le bien est physiquement présent. Et donc là, dans ce genre de banque, on ne te connaît ni d'Adam ni de Ève. Tu n'es pas un acteur local, régional. Donc déjà, tu pars avec un handicap. Exactement. Et là, il y a un discours, il y a une posture à adopter pour pouvoir venir récupérer des quotes-parts monétaires supplémentaires. Alors, je reprends un deuxième exemple par rapport à précédemment. Je ne vais pas le citer également. Il écoute le podcast et c'est vraiment des exemples. Hein. Les personnes, comme je le dis toujours, ne m'intéressent pas. En termes d'objet d'étude, hein, c'est vraiment... Vas-y, Oussama. Non, pas du tout. Non, c'est quelqu'un qui était à ton mastermind qui est brillant. Donc, moi Non, je pense que tu étais un des plus mauvais dans ton mastermind. Non, je plaisante. Heureusement que j'étais là pour animer Quel la moitié du mastermind. Et il m'a dit... Moi, j'ai parlé à ma banquière, holding, SCI sous holding, elle n'en a rien à foutre, ça se finance. Oui. Je lui dis oui. Quel montant de l'encours? Non, mais déjà, alors là, tu as quelqu'un qui est vierge quasiment. Non, mais quel est le montant de l'encours de l'opération? Mais même, j'ai envie de te dire, c'est OK. Jusqu'à. Tu parles du plafond. Voilà, jusqu'à quelle limite? Jusqu'à quelle limite? Et tu as une conseillère pro. Mais on le sait très bien. Le montant d'encours par tête est limité parce que c'est une gestion du risque. C'est une règle qui est une règle prudentielle qui s'applique à toutes les banques. C'est le petit problème. Et mais c'est un biais très puissant. C'est un biais très puissant. Je lui ai déjà dit 2 fois ça. Et malgré son intelligence, parce qu'il ne s'est pas encore confronté au réel. Mais après, quand je lui ai expliqué, il a mieux compris. Donc non. Entre théoriciens, vous êtes bien compris. Non, mais je lui ai expliqué plusieurs fois. Commence peut-être à comprendre, mais tant que tu n'as pas été confronté à la difficulté d'enchaîner les opérations, d'aller chercher de l'encours dans la catégorie poids lourd 0,1% des Français, eh bien, tu te dis, mais non, ça n'existe pas. Moi, ma banquière m'a dit que c'était bon. Ouais, et même si ta banquière, c'est ta petite copine, cela ne changera rien. Parce que, en plus, un banquier, ça change régulièrement. Et ensuite, il y a quelque chose de merveilleux qui s'appelle le comité des engagements. Et là... Tout à fait. Qui est indépendant. Ton banquier, il ne peut plus rien dire, même si tu arrives, même si tu dis, écoute, si tu peux faire le test. Hein. Tu lui dis, je t'offre une Rolex si tu fais passer le crédit. Tu vas voir que si le comité d'engagement... Ça s'appelle de la corruption. Oui. Non, parce que corruption, c'est pas un agent public. Ah non, t'as raison. Alors, on peut faire un cadeau. J'ai laissé ma Rolex sur le bureau. Je crois que les cadeaux sont limités à quelques dizaines d'euros par an. T'es en France, hein. Pour être déductible. Alors, je ne sais pas si tu as le droit d'aller sur des dépenses comme ça ostentatoires dans le cadre d'une bonne gestion d'entreprise. Ah, mais tu as une bonne technique qui consiste... tu en as un qui l'a fait, qui a un très gros podcast, qui consiste à offrir des fausses Rolex. Ça marche bien aussi. Ah oui, ouais, incroyable. Un podcast très aseptisé à la Suisse, on va dire. Ouais, c'était très neutre. Très, très neutre. On a l'impression que c'est un prompteur qui pose des questions lui-même. Et... c'est l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle a plus de personnalité. Durant votre enfance. Ah oui, je n'insulte jamais l'intelligence artificielle. La quatrième révolution industrielle. Et ça, on le disait dans la conférence, c'est que en fait, l'idée, c'est de travailler le PASS, la technique des PTT. PASS, je m'inquiète avec ce jargon. Le PASS, champ lexical doit rester conventionnel. Le PASS des PTT, c'est-à-dire une clé qui t'ouvre toutes les portes, une clé qui ouvre toutes les serrures étant des banques, la clé étant
ton profil emprunteur, on pourrait le résumer comme ça. Ça m'a fait peur avec ton histoire de serrure. Donc calme-toi. Que avoir une serrure dans laquelle on essaye toutes les clés. Et ça, c'est très important. Il y a la notion de répéter l'opération. Et ça, c'est souvent la chose qui atteint les personnes qui ont déjà investi et qui pensent, et l'exemple était excessivement parlant, par exemple, on peut prendre des cas de mentoré. Madeleine, elle n'a pas pris le mentorat sur une seule année. Non, elle a pris le mentorat sur plusieurs années parce que Et pourtant, elle avait appris. Elle avait appris, mais comme c'est un processus et qu'il y a un accompagnement, alors là, il y avait une chasse immobilière. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je préfère préciser les choses. Ma chasse immobilière, qui est un outil mis à la disposition de mes mentorés, est facultative et payante. Elle rentre dans le cadre de la rémunération des agences immobilières qui détiennent une carte T. Et généralement, c'est à la facturation, au pourcentage et uniquement à la performance, à la signature de l'acte authentique. C'était une parenthèse pour éviter tout malentendu. Qui sont très fâcheux. Et la bonne chose que ces personnes ont eue, cependant, c'est qu'ils ont ils ont un avantage par rapport aux vierges, totalement vierges, c'est qu'ils se disent, je peux aller sur cette opération, je sais comment ça se passe, ils sont plus rassurés à aller demander de l'argent à la banque. Et on le voit avec cette distinction, donc ils ont un avantage, mais s'ils ne se rendent pas compte et qu'ils font pas preuve de réalisme, réflexivité, ils ne pourront pas continuer. Alors, je rebondis rapidement sur ce que tu disais. Tu as la réflexivité, en fait, elle est intéressante et mise en œuvre quand il y a des problèmes, quand il y a des blocages. Quand tout va bien, est-ce que toi, tu as envie de réfléchir sur tes propres réussites ? Oui, mais ceux qui se font refuser les crédits, pour rebondir encore une fois sur ton rebond... Ce sont des inconscients. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Oui, Dunning-Kruger, mais ceux qui se font refuser des crédits, ils savent pourquoi on leur a refusé des crédits. Ils le savent. Pas toujours. Ouais. Pas toujours. Ou ils n'ont pas écouté. Oui, mais parce que les motifs, déjà, une banque n'a aucune obligation de fournir l'élément. Voilà, le motif. D'ailleurs, alors, encore une plaisanterie française. C'est partout pareil. Hein. Non, mais récemment, alors non, c'est pas partout pareil. Récemment, on a essayé d'introduire un nouvel élément pour débloquer la situation qu'on a bloquée nous-mêmes. Je parle de l'État, du HCSF. C'est le droit de l'emprunteur de redéposer le même dossier 3 ou 6 mois après que ce dernier s'est vu refuser. Et donc le droit aussi de demander le motif. Ah, c'est intéressant. Mais demandez le motif de vos refus de prêt. C'est intéressant d'un point de vue stratégique. Oui, et par exemple, et ils le savent parce que moi j'ai eu l'exemple sur le groupe WhatsApp où une personne s'est fait refuser le prêt parce qu'il avait trop de revenus locatifs par rapport à ses revenus du travail. Il n'y a pas 36 000 solutions pour ça. Soit tu prends les loyers au black, mais ça ne marche pas, ou soit tu arrêtes de les avoir en nom propre. Non mais tu vois, là, ce qui est fou, c'est une aberration, c'est-à-dire qu'un revenu, un flux financier, un revenu, une espèce d'actif, un flux monétaire positif, joue en ta défaveur. C'est complètement dingue. Ça joue en ta défaveur. Ce que je peux comprendre, c'est que, en fait, je l'avais mis sur une métaphore et c'était dans la conférence en ligne. Dans la métaphore, si demain, et je le dis également aux gens, si demain je veux recruter un CEO, tu vois, pour faire américain, pour mon auto-entreprise, si je veux prendre un PDG ou un directeur d'usine, que je sais que le directeur d'usine, je lui offre un salaire de 10 000 balles par mois et qu'il a 8 000 euros de revenus locatifs. Et que j'ai quelqu'un de légèrement moins compétent qui a un gros train de vie, mais qui n'a pas de revenus locatifs. Je vais préférer prendre le second. Pourquoi ? Parce que l'autre, il peut me péter dans les doigts à tout moment. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle se dit ? Tiens, le mec, il va avoir des revenus trop élevés, donc il va arrêter de travailler. Qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail, en France, lorsque tu arrêtes de travailler pendant 2-3 ans ? Est-ce que tu vas revenir à ton revenu initial ?
Est-ce que tu vas retrouver un emploi très facilement? Bah, t'es grillé quelque part. T'es grillé. Et donc, quelqu'un qui aurait investi en LMNP avec du rendement parce qu'il y a de l'amortissement, ou le LMNP disparaît, on en a parlé dans le podcast du LMNP, mais en fait, il peut s'arrêter de travailler, et d'ailleurs, c'est la logique, remplacer votre salaire avec l'immobilier pour quitter votre travail. Mais en fait, la banque, elle sait que ça peut changer et que si le mec il a pour une raison X ou Y, sa valeur sur le marché de travail, elle est proche de zéro. C'est-à-dire que si il fait face, par exemple, à un truc tout bête, un squat qui dure 2 ans sans garantie loyer impayé, tu vois, où la procédure est longue, mais le mec, il peut même pas vendre, il peut même pas retrouver un job pour faire face à ça. Donc la banque, elle joue la sécurité. Toi qui t'y connais en voiture, en Angleterre, j'avais fait une simulation entre un Lamborghini Urus et un Bentley Bentayga. C'est le même châssis, c'est le même moteur, c'est les mêmes voitures, hein, en quelque sorte. C'est juste le logo qui change et le conducteur également. La classe du conducteur plutôt. Puissance équivalente. Assurer le Lamborghini coûtait 5 fois plus cher que le Bentley. Parce qu'on est sur une analyse sociologique du comportement du conducteur. Exactement. On se dit, un conducteur de Lamborghini, c'est un bof, il va conduire comme un bof, il va la foutre au tas. Le mec qui conduit la Bentley roule plus soft. C'est un ancien riche, ou plutôt un riche ancien. Voilà. Versus nouveau riche. Et la banque, c'est pareil, elle a déjà connu le cas. La banque, elle a des statistiques sur la SCI familiale. Sur la SCI familiale, moi j'avais un membre de Patrimoine Exponentiel qui avait demandé à sa banque. La banque avait une statistique expliquant qu'il y a 8 fois moins de conflits dans une SCI familiale qu'une SCI entre amis. Bien sûr, parce que les liens du sang sont plus solides que les liens de l'amitié, tout simplement. Ah, et donc, elle résonne comme ça. Et donc, sur ça, ça me choque pas. Mais sur une des raisons principales, en fait, on en avait parlé sur les revenus qui dépassent, les revenus locatifs qui dépassent les revenus du travail. Ce qu'il faut comprendre, qui est très simple, c'est que l'analyse d'un dossier, l'octroi d'un prêt, est basé sur la solvabilité personnelle de l'investisseur. Donc, à partir du moment où tu as des revenus qui sont inférieurs au montant de tes échéances de prêt, si on part sur une base d'autofinancement, eh bien, en cas de vacances locatives, à 100%, ta rémunération du travail, le salaire, par exemple, ne peut plus payer les mensualités de prêt. Et voilà la raison pour laquelle ça ne passe pas, tout simplement. Un autre concept après la mendicité bancaire, le romantisme et le réalisme. Alors ça, c'est fondamental, et je dirais même plus que fondamental, déterminant. Donc ça détermine, finalement, alors en partie, c'est multifactoriel, mais ça détermine votre réussite ou non. C'est-à-dire dans quel courant, j'ai failli dire dans quel courant littéraire, parce que le romantisme est un courant littéraire initialement, et le réalisme également. Cocorico... Ils sont tous les deux français. Alors le romantisme, je suis pas sûr. Je crois que c'est peut-être allemand le romantisme. Ouais, ils n'avaient pas les chaussettes avec les claquettes à l'époque. Hein, c'est podcast raciste. Non, c'est pas du tout. C'est d'amalgame. C'est quand même l'italien et le français qui est quand même réputé être romantique. Non, c'est justement le réalisme est né de ce ras-le-bol du romantisme en fait. Donc Cocorico, le Kaiser du réalisme. Le très grand Honoré de Balzac, c'est là où il y a quand même des éléments de fierté très importants et historiques, même si on aimerait avoir un peu plus d'Honoré de Balzac aujourd'hui. On a d'autres personnages, mais voilà. Dans le romantisme, pour l'illustrer, pour que les gens comprennent bien, et ça c'est très important, le romantisme va consister à croire que si tu arrives avec un gros cash flow à la banque va te financer. Et que tu vas pouvoir reproduire l'opération 10 fois. Là, tu es un romantisme. Alors, le romantisme, je l'associe à une forme de naïveté bancaire. Ça va être, je sais pas moi, j'ai 54 côtés, j'ai 2-3 assurances, j'estime que les cartes que j'ai en main vont faire la différence. J'ai une SARL et une holding. Ouais, il y a ça. Ou bien, mon opération est très rentable, c'est-à-dire que j'ai un taux de rendement très élevé, je pense, naïvement, que
la banque va me dérouler le tapis rouge, en fait. Et ça, c'est du romantisme, c'est de la naïveté à l'état pur. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas conforme aux règles bancaires quant à l'octroi. Alors, le premier prêt, ça va. Mais attention, à qui on s'adresse? On s'adresse aux gens qui veulent enchaîner les opérations. 1 million minimum. Et même 1 million, d'ailleurs, ça a été le titre dans les podcasts. Le million d'euros, c'était quoi le titre Rêver du million n'est pas si ambitieux. Voilà, donc, cette naïveté, ce romantisme bancaire est très très présent et empêche l'investisseur finalement de flirter avec la réalité. Le réalisme bancaire, c'est comprendre déjà qu'est-ce qu'une banque elle finance. Une RP, un petit Pinel déficitaire, 1 ou 2 LMNP. Alors pour moi, le réalisme bancaire, ça va plus loin que ça. Le réalisme bancaire, c'est comprendre les règles implicites du jeu. Le jeu étant une situation, dans la théorie des jeux, une situation économique, une situation donnée. Donc le réalisme, c'est non seulement j'ai capté toutes les règles, même les règles bidons officielles, celles du HCSF, mais en plus, j'ai compris qu'il fallait m'adapter. Alors déjà, ça, c'est une conséquence. J'ai compris qu'il fallait m'adapter, évidemment, et j'ai compris qu'il fallait être proactif, et j'ai compris qu'il fallait être extrêmement réaliste, mais je comprends les politiques officieuses mises en place. Donc, je comprends qu'il y a du rationnement, je comprends que la bétaillère n'a pas vocation à s'enrichir, etc., etc. Et ça, c'est du réalisme pour moi, c'est de l'ultra-réalisme. Pour citer je pense que c'est un des plus grands cinéastes du monde, peut-être de l'histoire, c'est Scorsese, et j'adore sa définition du cinéma. Cinéma art inventé par les Français, par les frères Lumière nés à Besançon. Le cinéma, c'est du réalisme, des êtres humains qui transmettent des émotions à d'autres humains. Et c'est ça que j'aime, moi. Donc, si tu veux, dès que tu t'éloignes du réalisme pour tendre vers le romantisme, t'es capoute. Donc, si on classe par individu, dans cette échelle romantisme, réalisme, on pourra arriver à combien de catégories d'individus? Moi, j'en ai compté 4, en rajoutant quelques-uns. Alors, il y en a 4. Il y a donc le romantique, le naïf. Donc, des gens faisant preuve de naïveté. Comment il s'illustre? Comment savoir qu'on fait preuve de naïveté? Parce que attention, naïveté n'est pas forcément volontaire. Non. Elle peut être inconsciente. C'est un état de fait, c'est une caractéristique comportementale. Attention, je ne critique pas la personnalité ou les gens. On est dans le diagnostic, on est dans la description des états. Alors, on va rester dans la théorie des jeux, c'est très important. On est dans la définition de la typologie des joueurs. Il y a un jeu qui est le jeu de l'argent, le jeu de l'immobilier, et quelle est la typologie des joueurs? On sait qu'on a un cartel bancaire. On a le HCSF. Là, on a 2. Alors, le HCSF, c'est plus l'arbitre que le joueur. On a le HCSF serait plus le dealer de cartes qui retire quelques... C'est l'arbitre. C'est l'arbitre. C'est lui qui met le holà, qui dit stop. Là, toi, ta gamelle monétaire est beaucoup trop remplie. T'as gagné trop de remplir. jetons, tu dégages. Voilà. Tu sors de la table. Alors que c'est l'inverse, normalement, qui devrait se réaliser. Donc, tu as l'arbitre, tu as le cartel bancaire. Ensuite, on a des millions de joueurs, incarnés par les dizaines de millions d'emprunteurs. Et donc, le naïf, le romantique, pense que finalement, tout est possible avec sa rationalité, ces quelques opérations, alors je parle des investisseurs qui sont intéressantes, et que finalement, la performance économique de l'opération, de son parcours, feront preuve de référence pour continuer à jouer dans le jeu. La deuxième catégorie? Alors, deuxième catégorie, ça va être... là, on a un autre type de joueur. Alors, on va parler de la deuxième catégorie qui est la Rolls des joueurs, de mon point de vue, c'est le signe noir. Donc, je ne sais pas si on a prévu d'en parler. Le signe noir, on définira également... Alors, la première catégorie... Les gens faisant preuve de naïveté. Voilà, mais il y a une sous-catégorie, si tu veux, qui est le signe blanc. Alors lui, le signe blanc, c'est une définition que... Là, je procède par stratégie de dérivation du signe noir de Taleb.
et je l'applique à mon domaine d'activité, c'est de la pensée transversale et c'est très intelligent. Je ne dis pas parce que je l'utilise, mais ça permet, si tu veux, d'extraire et de faire translater un concept excellent dans un domaine qui nous intéresse, nous. Le signe blanc, c'est un mélange de naïveté, de romantisme, sans ambition, qui va acheter sa résidence principale. Ça, c'est le signe blanc. Et donc, la troisième catégorie de joueurs... C'est le signe blanc immaculé. Alors ça, c'est le signe blanc immaculé, tout à fait, qui a un plumage... reluisant. Blanc immaculé. Et ça c'est le profil de joueur que la banque préfère. Voilà. Pourquoi, à ton avis? Très peu de risques. C'est une proie facile également. Donc, un signe blanc, c'est docile généralement. Et donc là, ça nous permet... Le cartel, c'est qu'il va pouvoir charger avec son hameçon, son produit d'appel, le prêt immobilier, qui est hyper intéressant en France. Taux d'intérêt fixe, etc. Donc, possibilité de renégocier les prêts, différé de remboursement. Donc, on sait qu'on a un produit qui est hyper attractif. Donc, voilà. Donc, première catégorie, on va dire signe blanc, où on a les investisseurs romantiques naïfs et la résidence principale. La catégorie la plus noble, le signe noir, le multi-investisseur, l'investisseur intelligent. Ils sont très peu nombreux. Moi, j'estime qu'on est à moins d'1%. Je pense qu'on est à... Je vais essayer d'être le plus précis possible. Je pense qu'on est entre 0,1% et 0,5% par rapport aux statistiques de richesse. Je vais saluer un auditeur du podcast qui s'appelle Igor, qui est d'un patrimoine exponentiel. Et dans sa présentation, il nous a mis, tu sais, plein de signes blancs. D'accord. Il nous a mis plein de signes blancs. Présentation, je suis un signe blanc... où je veux paraître être un signe blanc. Ça m'a fait... Il nous en a mis partout. Petite parenthèse, on n'a pas prévu d'en parler, mais il y a une stratégie que j'ai mise en place qui s'appelle la stratégie du signe blanc, pour être conforme aux exigences du cartel bancaire. Donc je disais, donc, l'autre catégorie la plus noble. Les signes noirs. Voilà, les signes noirs, très peu. Alors moi, je suis un signe noir, évidemment. Je pense comme un signe noir. J'ai conceptualisé le signe noir dans l'immobilier, dans le prêt immobilier. Donc, et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que je vais te dire une chose qui est quasiment animale. Un signe noir reconnaît toujours un autre signe noir. Tout de suite. Et ça match. Je prends l'exemple, un des derniers signes noirs que j'ai rencontré, c'est Robin, que j'ai invité à mon mastermind, qu'on salue au passage, président fondateur de Projet Locatif, qui est un réseau de chasse immobilière. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec eux, mais en tant que mandant, je leur ai donné des immeubles à revendre, notamment la découpe. On a fait une première visio, il a écouté le podcast et il a trouvé que le contenu était remarquable. Ça a matché immédiatement, ça a collé. Pourquoi ? Parce qu'un signe noir s'entend extrêmement bien avec un autre signe noir. Et quand on parle de la catégorie des 0,1-0,5% de la population française, eh bien entre fauves, on va dire, entre atypiques, entre marginaux, on s'entend très bien. Le léopard respecte toujours le lion. Alors non, le lion, alors c'était dans Wall Street. Le faucon a entendu le fauconnier. C'est pas mal ça. Donc ensuite, quelles sont les deux autres catégories bonus? Alors dans le jeu de l'immobilier, il y a une catégorie, on va dire, d'espèces de rapaces qui vendent des solutions bidons. Là, je mettrais la catégorie vendeur d'illusions. Ça, dans Walt Disney, c'est Pumba. Malheureusement, mon réalisme m'interdit de rentrer dans ce genre de style. Non, tu as cette catégorie de vendeurs de rêves, vendeurs d'illusions. D'ailleurs, on salue au passage vendeurs de vérité qui chassent à coups de serpe et en faisant un travail remarquable. Alors, on n'est pas d'accord sur tout, mais son travail sur le fait d'élaguer et d'éduquer et d'élaguer finalement, d'assainir ces pratiques mauvaises. Ceux qui écoutent le podcast en plus. On en profite et voilà, tout le monde connaît notre authenticité, notre sincérité et voilà, en tout cas, il est à l'opposé de cette catégorie de vendeurs d'illusions, des gens qui te vendent soi-disant du financement immobilier et qui ont comme pédigré une maisonnette et un studio. Donc, ça existe, ça ? Bien sûr. Vraiment ? Bien sûr. Vraiment ? Bien sûr.
Je vais pas aller plus loin parce que voilà, on n'est pas là non plus. Mais en tout cas, il y a cette catégorie. Et la dernière catégorie, qui est une catégorie, à mon sens, détestable, qui est la catégorie des moralisateurs. La gauche caviar. Alors, je ne sais pas si on peut dire la gauche caviar, mais la catégorie de c'est pas bien. C'est pas bien de penser en dehors de la boîte, out the box. C'est pas bien de... Et d'ailleurs, tu vois, il y a une citation, on en parlera tout à l'heure, sur la notion, on va dire la théorie de mordre la ligne jaune, et de bien la mordre. Donc cette catégorie de moralisateurs qui brassent du vent et qui expliquent aux investisseurs au signe noir, c'est pas bien de ne pas rester dans les rangs du HCSF, du rationnement de crédit. Donc ça, c'est une catégorie également qui vient jeter un peu le trouble dans l'esprit des investisseurs, tout simplement. Est-ce qu'on parle rapidement du 110% pour dire qu'il n'est pas mort, mais oblige un certain doigté? Alors, tu vois, ça c'est un exemple précis. Le 110% est mort. C'est un peu comme le roi est mort, vive le roi. En fait, le 110% est mort pour les signes blancs et compagnie, mais un signe noir qui manie avec dextérité le scalpel fait que, alors je parle en nom propre, et pour les gens que j'accompagne, nous faisons systématiquement du 110%, voire du 120-130%, voire de l'apport négatif. Ça demande de réfléchir un petit peu plus. Donc ça ne fonctionne pas chez les amateurs, chez les professionnels aguerris. Alors, il y a aussi une notion qui est fondamentale, c'est la notion de créativité bancaire. Donc, on n'en a pas parlé, mais ce qui permet de contrebalancer un peu, ça fonctionne plutôt bien, cette puissance bancaire du cartel bancaire, c'est la créativité. Être créatif, c'est une qualité qui est fondamentale dans le parcours de l'investisseur. C'est-à-dire qu'il faut inventer des solutions telles que la holding en 5 temps, la valse en 5 temps, la stratégie du clonage, stratégie des poupées russes. Il y a un certain nombre de techniques qu'il faut savoir inventer, qui n'existent pas, et ensuite qu'il faut savoir exécuter. Donc voilà, donc le 110%, en fait, de mon point de vue, non seulement il existe encore, mais il est indispensable de maîtriser cette technique. Pourquoi ? Parce que c'est une question de jeu de trésorerie. En fait, la trésorerie est le nerf de la guerre. Alors évidemment, le prêt immobilier est le centre névralgique du parcours de la trajectoire de l'investisseur. Mais la trésorerie pour un multi-investisseur joue un double rôle. Un rôle quant à l'épargne visible et un deuxième rôle en termes de ratio prudentiel. Plus on a de l'encours, plus il est préférable d'avoir ce qu'on appelle des coussinets de sécurité. Moi, j'ai envie de te dire quelques matelas de cash qui te permettent finalement de t'apporter en plus une forme de confort ou de réconfort psychologique dans ton parcours. C'est plus facile d'aller chercher des millions d'euros quand tu as quelques réserves au cas où, tout simplement. Et Xavier Niel l'avait dit dans son livre sur comment devenir milliardaire, et on ne va pas vous recommander d'aller en prison pour étudier la surface optimale pour une colocation. Et c'était un conseil qui avait été donné par le juge Van Ruybeck, juge qu'il avait mis en prison. Un des plus grands juges d'instruction en financier, ouais. Voilà, en financier. Mordez la ligne jaune, mordez-la bien, mais ne la franchissez jamais. Alors, tu vois, en termes de pensée transversale, quand j'ai entendu ça, lors de la conférence de Xavier Niel, je me suis dit, putain, c'est brillant. Et c'est exactement ce qu'il faut faire en termes de prêt immobilier pour éviter toute cette absurdité, toute cette irrationalité sur le rationnement du crédit. Et là, on retombe sur la catégorie que j'avais citée précédemment. Les moralisateurs vont te dire « Ah non, 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 il ne faut pas mordre la ligne jaune. » Alors que tu as un des plus grands juges français en matière financière qui donne ce conseil,
C'est pas un point de vue, c'est un conseil à un détenu qu'il a lui-même envoyé en prison. Donc évidemment, la ligne jaune, j'ai envie de te dire qu'il faut la mordre, il faut même la mâchouiller. Tu vois, c'est plein de dents, la mâchouiller. Mâchouiller, c'est un peu gentil. Tu vois, voilà, il faut la mastiquer. Voilà. Il faut la mastiquer, il faut la mâchouiller. Et ça, c'est indispensable. Et les moralisateurs qui vont t'expliquer que c'est pas bien, restez avec vos petits patrimoines. Moi, je pars du principe qu'il faut jouer sa peau. Le fameux skin in the game de Taleb. Tu joues ta peau à tes risques et périls. Tu prends tes responsabilités. Tu prends, alors ça c'est un mot berbère également qui est très intéressant, tu prends tes klaouis. Tu vois ce que c'est qu'un klaoui? Non, je vois ce que c'est un glaoui, mais... En fait, nous on dit glaoui, donc tu prends tes glaouis. C'est les coronesses. Voilà, donc d'ailleurs il y a un entrepreneur français qui est très très bon, je crois qu'il a monté un fonds d'investissement et sa boîte s'appelle... Les glaouis d'or. Non, ça s'appelle, je m'en souviens, Glaoui Finance, un truc de genre, tu vois. Donc, quand Xavier Niel, qui est quand même une référence en termes de mobilité sociale, en termes d'innovation technologique, en termes de pouvoir d'achat. Ce gars-là a donné plus de pouvoir d'achat qu'un certain nombre de ministres de l'économie. Et donc... il a fait plus aussi. Et moi, il a créé plus de valeur aussi. Bien sûr, mais ce gars-là... Quoique, moi, Bruno Le Maire... Je mettrais ministre d'économie, mais il a une blague, Xavier Niel. Tu sais comment on fait pour devenir millionnaire en France? Alors, je sais pas. Ah non, mais oui, non. Je te la donne. Non, je vois. C'est comment être sûr d'être millionnaire. Tu commences milliardaire et tu fais la politique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc c'est marrant. Tu avais l'autre phrase, comment être sûr d'être millionnaire. Tu commences milliardaire, tu achètes une compagnie aérienne et c'était Branson. Exactement. Et donc, si tu veux, il y a un truc que j'avais dit en intervention de mastermind ou de séminaire, et j'avais dit les Kaisers, les grands faiseurs en fait dans le business utilisent des techniques d'initiés au sens connaissance du terme, et nous, petits investisseurs qui ne pesons absolument rien, on ne va pas utiliser ces techniques. Et attention, en disant parce que on va faire dans la morale, parce que c'est pas bien. Je tiens à préciser que niveau ligne jaune, pour que les gens comprennent bien, et c'est des règles que j'aime bien préciser, refaire son avis d'imposition à Photoshop ou c'est ça, là tu la mâchouilles pas. Là, non mais attention. Là tu l'as franchi et tu fais des photos dessus. Là c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une différence entre la ligne jaune et la ligne rouge. La ligne rouge, je crois que c'est une règle issue de la guerre froide. Quand tu dépassais cette ligne rouge, là, c'est l'arsenal de guerre, les représailles, etc. Non, on ne parle pas de ça. Et je ne pense pas que Xavier Niel ne parlait de ça. Là, on a pris un point de référence. Non, mais tu sais, les gens, il faut penser à la responsabilité quand on est écouté. Parce que bien sûr, non, tu fais bien ça me paraissait tellement évident, mais... C'est comme les gens, tu sais, qui disaient « Ouais, mais Xavier Niel, il a bien fait du Minitel rose quand il était jeune, il faisait du porno. Moi, je vais faire de l'OnlyFans. » Oui, mais les années 1970 et les années 2024, au cas où la personne ne se soit pas rendue compte, ça a un peu changé, quoi. C'est important à préciser. Non, mais ta précision, elle est fondamentale. Pour être encore plus précis, le faux et l'usage de faux. Pardon, je ne mange pas de ce pain-là, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas nécessaire de faire ça et c'est même complètement stupide. Non, c'est fou furieux, c'est suicidaire. Non, je parle de stratégie d'évitement, je parle de créativité juridique, je parle de créativité bancaire. Je ne parle pas de ça. Donc voilà, en tout cas, mordez la ligne jaune, mordez-la bien, ne la dépassez pas. C'est brillant et ça s'applique aux affaires. Ça s'applique à Xavier Niel et ça s'applique probablement à l'investisseur immobilier ambitieux. Quelle conclusion peut-on faire sur ce podcast ? La conclusion, on n'en a pas parlé, mais ça fera aussi l'objet peut-être d'un autre podcast. Oui, sur le financement professionnel. Voilà, il y a le financement professionnel qui est complémentaire, qui est intéressant, où il y a très peu de concurrence et des gens pas formés du tout, très très peu formés. Donc ça, c'est également une autre typologie de produit. En conclusion, il faut absolument
être un amoureux du réalisme, comprendre les règles de fonctionnement, comprendre dans quel jeu on joue, identifier tous les acteurs, géolocaliser sa propre position et ensuite comprendre que, et ça c'est la définition même de la théorie des jeux, ton résultat dépend de tes décisions évidemment, mais des décisions des autres. Et ce sont des jeux dits simultanés et parfois séquentiels où on a un certain nombre de décisions, mais en tout cas, il faut absolument comprendre, tu parlais d'acculturation, donc dans de l'intelligence culturelle, il faut comprendre la culture des autres, la culture des moralisateurs, la culture du signe blanc. Là, il faut essayer de comprendre les caractéristiques d'un signe noir. Il y a toutes ces règles. En fait, c'est pas de la chance, parce que les gens pensent souvent que les gros patrimoines sont constitués que d'héritage ou que de chance, etc. Non, il faut absolument, et surtout quand on est un individu issu de la classe pauvre, classe sociale, on va dire inférieure, ou même de la classe moyenne, il faut comprendre les codes socio-économiques pour pouvoir modifier sa trajectoire socio-économique qui passe par le développement de son patrimoine immobilier. L'immobilier étant un pilier de l'enrichissement fondé sur la puissance du levier bancaire. Donc voilà ce que je dirais en conclusion. Il faut absolument maîtriser les thématiques qu'on a citées, qui sont extrêmement riches, qui sont novatrices. Je pense pas que, alors je pense pas, j'en suis absolument sûr, hein, les notions de signe blanc, signe noir en immobilier, mendicité bancaire, de cartel bancaire, de romantisme, etc. C'est un travail de relevé sociologique de la situation bancaire française, et ce sont des outils qui sont à ton service, ou plutôt au service du développement de ton patrimoine. C'était une superbe conclusion. Merci Hugo. Et moi, je vais leur rajouter quelque chose qui était une précision, une anecdote de Xavier Niel également. N'ayez pas peur de vous professionnaliser, n'ayez pas peur d'investir en vous. Alors, ça fait très marketing dit comme ça. Mais le Français n'aime pas dépenser, pense qu'il peut trouver les solutions par lui-même, même s'il ne pourrait même pas juger qu'elles soient bonnes ou pas. Et Xavier Niel avait rappelé quelque chose de très intéressant, c'est que l'école 42 qu'il a développée dans plusieurs pays, le seul pays où cela n'a pas marché, c'était le pays où cela aurait dû le plus marcher, les États-Unis, tout simplement parce qu'elle était gratuite. Et aux États-Unis, on associe gratuité avec médiocrité. Et il avait dit il aurait été plus intelligent de la faire payante et de financer les bourses pour attirer les élèves. Alors qu'en France, les gens sont principalement concentrés à ne pas payer et chercher l'information, même si ça leur coûte des centaines de milliers d'euros. Tout à fait. Culture de la gratuité versus culture de l'individualisme, de la performance, de l'argent. Moi, j'en ai eu un qui n'a pas voulu se former alors qu'il avait un profil remarquable. Il avait 200 000 euros de revenus. Son coût d'opportunité est de combien ? De plusieurs millions d'euros. Voilà. Donc, je vous remercie à tous et on se dit à très vite. Merci Fouad, ça a été un réel plaisir. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand et abandonner le romantisme bancaire. C'était Hugo pour m'assurer que le réalisme vous atteigne bien d'un point de vue technique. Ce qui est indispensable d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao.